que c'est vrai on parlait des études, enfin de la différence entre la Suisse et juste de ton parcours étudiant, parce que je trouvais ça assez intéressant pour le coup. Moi, j'ai fait 3 ans de bachelor en Suisse, Mhm. dans une école d'architecture, la haute école spécialisée de Suisse occidentale. Elle s'appelle EPIA. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est un système d'atelier où tu fais tes projets d'archi et tu as des cours à côté, ou bien tout est imbriqué dans le même cursus? Enfin, on a plusieurs cours qu'on retrouve sur les 3 ans. C'est vraiment des cours, il y a des ateliers, il y a de la théorie, il y a de la pratique. On a des cours de droit, de planification, des cours de thermique du bâtiment, énormément de cours différents pour le coup, et des Mhm. ateliers de projet et des ateliers de construction. Ok. Ah, ça, c'est atelier de construction, c'est top ça. Atelier de construction, ça a presque la même importance, on va dire, que l'atelier de projet. C'est sur, il me semble, un demi-jour et le projet, c'est une journée. Mais c'est très complémentaire. Et t'as des anecdotes un peu de comment c'était, une histoire en particulier? Je sais pas, En vrai, parce qu'on n'a quand pas ça en France pour le coup. vous n'avez pas de cours de construction? Non, on en avait au début, on avait des ateliers. Je pourrais même raconter une petite histoire là-dessus, mais ils les ont arrêtés à partir du master. À partir du master. À partir du master, plus de cours de construction. Ok, donc ouais, nous on a eu en première année des cours de construction, enfin en même temps que notre projet de construction, enfin Mhm. notre atelier de construction. Et là-dedans, on avait certains cours théoriques et on nous demandait quand même de faire des détails constructifs de certains projets ou d'un projet qu'on réalisait dans l'atelier de projet, par exemple. En première année, du coup. Première année, c'était vraiment traumatisant pour moi, je crois, Ah parce ouais? que je m'y connaissais pas du tout et même la théorie, c'était la première fois que je l'avais. Je pense que le cours de construction, c'était le pire pour moi jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que t'avais jamais travaillé sur ça avant ou c'était un peu mal C'est- expliqué? je crois que l'approche était un peu compliqué pour moi. En tout cas, j'ai pas réussi à trop comprendre le truc dès le départ. Mhm. J'ai eu besoin de pas mal de temps. En fait, en deuxième année, j'ai décidé de faire un stage pendant le Covid là. J'ai fait un stage et j'ai fait ma deuxième année en deux fois, en Mhm. 2 ans. Je me suis dit, ok, là, je vais faire un stage en Suisse pour que je puisse comprendre comment tout ce truc fonctionne. Et c'est à partir de ce moment-là que ça m'a aidé à vraiment tout suivre Donc t'as beaucoup plus compris en travaillant en agence qu'en qu'à travaillant l'école. à l'école. En tout cas, au départ. J'avais besoin de ça pour comprendre les cours qui suivaient en fait. Mhm. C'est en faisant le stage que je comprenais les cours. Ce qui est un peu bizarre. Normalement, c'est censé être le contraire. Mais en vrai, il y a des fois où c'est beaucoup plus simple d'apprendre en travaillant que d'apprendre. Je sais pas, des Exactement. fois à l'école c'est trop théorique, alors Oui, que quand tu es dans une agence, tu sais pourquoi tu es en train d'apprendre ce exactement. détail-là. C'est ça. Et donc après, quand tu as des cours, bah, tu te dis, en fait, j'ai besoin de cette info. Donc au lieu de juste je sais pas, l'apprendre par cœur pour ton examen, tu vas vraiment l'intégrer parce que tu sais que t'en auras besoin pour plus tard. Et c'était pas des TP, c'était des cours théoriques, c'était pas des travaux pratiques ou des choses comme ça? Au départ, ils étaient un peu obligés de passer par l'étape cours théorique. Ils nous ont un peu expliqué tous les systèmes de construction en bois, en métal, en béton armé, tout ça, tout ça. On avait même un cours en vrai de développement durable qui était excellent, Mhm. qui nous montrait on avait des cours de matériaux. Franchement, la qualité des cours était vraiment exceptionnelle. On avait plein de cours, on avait beaucoup de charges. Genre vraiment, c'était des fois dur de finir le semestre ou l'année sans péter un câble. Tu m'étonnes. Mais c'était super intéressant. Et donc, ils ont commencé par le théorique Mhm. et ils ont fini, enfin, ils n'ont pas fini. En première année, on a fait un peu de théorique et tout de suite après, on a commencé à faire des détails. Genre, on a eu un examen où, dans Un l'examen, examen, c'était dessiner des détails. dessine-moi le détail. Il te dit, je veux, enfin, pour une construction telle en bois, il te donne toutes les caractéristiques de la construction qu'ils aimeraient faire. Il dit, tu me fais un détail d'un endroit. Donc, tu fais un détail d'acrotère, tu fais un détail de fenêtre, tu fais un détail. C'était pour moi le pire cauchemar. Tu m'étonnes. J'arrivais. Comment ça, un détail? Je sais même pas c'est quoi ces matériaux. Donc c'était un peu compliqué au départ, mais avec le temps, tu apprends, tu comprends. Et maintenant, c'est un plaisir pour moi de voir des détails et je les comprends maintenant, tu Ouais, vois. C'est juste oui. que c'était troublant au départ de me Euh, demander ce qui se passe derrière un mur que j'ai jamais coupé pour voir ce qui se Bah, passe en derrière. même temps, t'arrives, t'es en première année, tu dois dessiner des détails alors que tu connais rien sur l'architecture avant. C'est ça. Et le profil des élèves à côté, est-ce que c'était des fils d'architectes, des filles Mais, ou des fils d'architectes? Est-ce qu'ils savaient déjà des choses sur l'architecture alors mais qu'on tu était en vois, première année? mais ça c'est super intéressant ce que tu dis parce que quand on a commencé en première année archi, les profils étaient complètement différents. Ah ouais? Il y avait des fils d'archi, Mhm. donc qui étaient super bien armés parce que leur père est là ou leur mère est là pour les aider à faire des détails ou leur transmettre en fait le savoir.
Il y avait des dessinateurs. Eux, c'était un peu les big boss. Enfin, c'était eux qui savaient Attends, très des bien. dessinateurs, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà Ils travaillé. avaient déjà fait des... Enfin, on a un truc qui s'appelle CFC en Suisse. Mhm. En gros, tu as une formation de, je sais pas, 2-3 ans, il faut me corriger, je suis pas sûre de cette info, dans laquelle tu apprends vraiment à dessiner des projets d'architecture, etc. Et donc, dans ce cursus-là, ils apprennent à faire de la construction. Donc, quand ils arrivent en première année archi, pour eux, construction, c'est peanuts, tu vois. Et nous, on arrive et on est là, mais il y a un décalage, il y avait un décalage, en tout cas pour nous, énorme, entre quelqu'un qui sort d'un sciences, maths, physique, chimie, Ouais. et quelqu'un qui a un CFC en dessinateur et qui arrive et qui sait très très bien dessiner des Bon, détails. on avait ça aussi, mais c'était plus Ouais. en deuxième année. On voyait arriver des gens qui avaient fait pendant 2-3 ans un BTS design d'espace. Et eux, justement, ils avaient une capacité graphique qui était vraiment nettement supérieure à peu près tous les élèves et ceux qui raflaient les meilleures notes. Ouais, mais c'est ça. Mais il n'y avait pas juste un système de remise à niveau pour Non, les uns les autres. non, non, non. En général, au niveau des études françaises, c'est, tu vois, tu as l'océan, tu sais pas nager, on te pousse et tu te Tu apprends à débrouilles. nager. Et tu apprends à nager. Et ce qui en soi, ça te rend super indépendant pour la suite, parce que tu comprends que tu peux apprendre les choses par toi-même. Mais d'un autre côté, quand tu viens d'un autre pays, que tu viens d'une autre culture, C'est en dur. l'occurrence, ouais, c'est très dur. Surtout qu'au Maroc, on conçoit pas les espaces de la même manière qu'en Non, Europe. mais clairement pas. C'est Et vraiment pas la même chose. on ne vit pas l'espace de la même façon qu'en Europe. Donc Et toi, tu l'as vécu comment, ce clash entre... tu sais ce que tu connaissais de l'architecture Ouais. en vivant au Maroc et quand tu es arrivé en Suisse, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments, là-bas, quand tu dessinais des projets, Mhm. ton prof, il regardait ce que tu dessinais et il comprenait pas? T'as pas eu des moments comme ça ou... Je crois que je suis pas arrivée, enfin, je montrais jamais mes plans avant d'être sûre de ce qui se passait derrière. Du coup, ça me prenait énormément de temps moi-même, mais genre, c'est un temps enfin, qu'on me donne pas, normalement que j'ai pas, et je dois quand même le prendre pour aller chercher, comprendre comment faire des plans, etc. C'était très dur parce que vraiment, on ne vit pas de la même façon. Donc même, il y a des normes aussi qu'il faut suivre, etc. dont tu n'es pas au courant au départ. Après, enfin en première année, ils s'en foutent un peu des normes et tout. Ils se disent, vas-y, construis-moi un truc. En vrai, en première année, oui, C'est les ça. normes, tu Mais peux au fur et à pas... mesure, genre, même dans les critiques en première année, ils te disent, ça tu peux pas faire, ça coûte cher. Ça tu peux pas faire, la chambre elle peut pas faire moins de tel mètre carré. Et genre tu apprends, c'est bien parce que tu apprends sur le tas comme ça. Hmm. Mais je crois que moi, j'ai dû faire énormément. J'avais l'impression de devoir faire genre 10 fois plus d'efforts que tout le monde pour comprendre comment eux ils vivent, tu vois. Parce moi, que c'est pareil. personne n'est venu pour nous dire, ok, pour les gens qui vivent pas en Suisse, bah, c'est comme ça que ça Oui, fonctionne. parce que en fait, c'est ça le problème quand tu fais tes études d'architecture à Ouais. l'étranger ou dans un autre pays. Pas forcément du Maroc vers la France, mais même, je sais pas, genre t'es français, tu vas aux États-Unis ou t'es suisse, tu vas au Maroc, par exemple. Ouais. C'est qu'il y a des trucs qui sont implicitement compris par tout le monde, Mhm. mais que toi, je peux pas comprendre parce que t'as pas vécu C'est ça. là-bas. C'est Ne, pas acquis. ne serait-ce que les chambres. C'est ça. Moi, j'ai une anecdote parce que dans mes projets, au départ, les chambres, moi, dans ma tête, ça devait être un grand espace. Mm. Je sais pas, une chambre, je dessinais une chambre de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, je me disais, il n'y a pas de problème. Et mes profs, ils arrivaient, ils voyaient ça, ils disaient, c'est la chambre des gamins. Et la chambre des gamins, c'est 30... Non, non, non. Une fois, j'ai un prof qui a vu mon plan, il est venu, c'était dessiné au crayon papier parce que c'était juste une correction, il a pris sa gomme, il a complètement effacé tous les murs que j'avais fait et il m'avait refait une chambre à 9 mètres carrés, il m'a dit, en France, les chambres, c'est le truc le plus petit. Et moi, je savais pas. Ouais. Et ils s'attendent à ce que tu comprennes ce genre de choses. Ah oui, non, ça, en première année, c'est troublant limite. Limite, ils ont envie de saquer, tu sais, tous les gens qui sont pas vraiment sérieux au niveau des études. Et comme ça, ils gardent que des gens Ouais. motivés après. Parce qu'en deuxième année, je trouve que ça change beaucoup Ouais. la manière dont ils t'apprennent les études. Enfin, ils t'apprennent l'architecture. C'est quoi la différence? Bah, ils sont plus dans la conversation. À mesure que tu vieillis dans tes études, à mesure que, surtout en master, t'es plus dans une relation de ton prof, il arrive, il te corrige ton plan, mais c'est plus un espèce de dialogue qu'il y a entre toi et tes professeurs. Ok. Et du coup, je sais pas si toi, ça a été ça ton expérience ou si c'était différent. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça, mais en master. Donc, Ouais. pendant 3 ans d'archi, on va pas te parler comme... Enfin, c'est rare. En vrai, ça dépend des profs. Ouais. Ça dépend beaucoup des profs. Je crois pas qu'il y ait une règle générale, mais j'ai l'impression que souvent, j'ai été, en tout cas, confrontée à des profs qui sont pas beaucoup dans le dialogue, mais qui sont plus dans faut faire ça, non mais faut faire ça et pas Ils ça. vous donnaient des astuces.
C'est plutôt leur point de vue ou comment eux ils ont l'habitude de construire ou Ouais. des fois ils ramènent des références. Enfin, ça dépend beaucoup. Il y en a qui discutent avec toi ou qui vont dans ton sens, qui essayent de t'expliquer. En tout cas, la discussion ne commence, enfin, autant que enfin, tu sens que c'est une vraie discussion d'archi avec un autre archi qu'à partir du master, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression aussi, parce que j'ai l'impression que, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que le bachelor, en tout cas les 3 premières années d'archi, tu apprends à concevoir. Ouais. euh, Enfin, les bases de la conception architecturale, une chambre, enfin, les proportions entre différentes pièces. Mhm. Et c'est que à partir du master où tu acquiers une certaine liberté. Oui. Enfin, moi, je me suis senti libre en architecture que quand j'étais au master. Parce qu'avant, je me sentais vraiment enfermé par la vision des professeurs. Mhm. Et c'est vrai que j'ai envie de te poser une question, parce qu'en France, c'est très particulier. Est-ce que tes professeurs ils mentionnaient la beauté d'un bâtiment, Ah, ou très est-ce bonne qu'ils s'en question. foutaient? Ça, ça veut le thème en ce moment. Aïe, aïe, aïe. Très très bonne question. Non, je crois qu'on a plutôt eu des références à des anciens courants architecturaux ou des références, enfin les grands archis. C'est-à-dire courant moderniste, années 60, ou plus de Exactement. l'architecture classique? Enfin, tout. Tout? On est passé un peu par toute la panoplie de ce qui se passait avant, ce qui se passe maintenant, dans plein d'endroits peut-être différents. Et on avait des cours de construction durable dans lesquels on a eu, je pense que c'était la première fois qu'on avait par exemple des références hors Amérique, hors Europe? Occident, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et c'est là où on a eu pour la première fois par exemple une référence au Maroc. Sérieux? Ouais, pour la construction vernaculaire, enfin ils ont fait référence à une construction en terre, etc. Il y a eu des refs à l'Égypte, etc. Mais c'était la première fois, tu vois. Ouais, bah oui, surtout que... En fait, moi, je me demande, Ouais. au Maroc, je sais pas si tu sais ou pas ce qui se passe dans les études au Maroc en archi. Est-ce que c'est quoi la référence là-bas? Alors, je t'avoue que j'ai aucune idée de comment c'est enseigné. Ça, j'aimerais bien que dans les commentaires, on nous corrige Mais, là-dessus. mais volontiers. Mais de ce que j'ai glané, de ce que j'ai compris, il y a un aspect technique qui est hyper poussé sur comment tu construis une structure et tout ça. Mais au niveau de qu'est-ce qu'on apprend au niveau culture architecturale, j'ai l'impression que ça reste très C'est vrai. occident-centré. Mais ça me pose vraiment énormément de questions de qu'est-ce qu'on nous enseigne en fait dans les pays à l'école. Ouais. Parce que tu vois, là, on parle, enfin, si on parle par exemple du Maroc, si on veut construire, avoir une certaine référence architecturale marocaine, locale, etc., pour ça, il faut armer les étudiants, il faut leur donner les bonnes références pour construire local. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression qu'en Afrique, presque beaucoup de pays en Afrique, en fait, leurs bâtiments, au final, ils sont tous colonisés par des principes architecturaux très occidentaux qui ne correspondent presque pas Au climat, au mode de vie, rien du tout, et qui se ressemblent de plus en plus, enfin tous. Ouais, et ça, c'est arrivé, je pense, dans les années 60 particulièrement avec le modernisme. Ouais. En fait, les pays colonisés à ce moment-là, quand le Maroc était sous protectorat français, ou bien quand tu vois l'Algérie colonisée, c'était le terrain de jeu de beaucoup d'architectes français. Et ça a laissé une empreinte qui fait qu'aujourd'hui, on construit systématiquement. Je sais pas, quand tu vas. Moi, ça m'avait marqué. Je trouve, quand tu vas à Fès, moi, je trouve que Fès, c'est une ville qui est magnifique. Alors, le centre-ville, je sais pas si tu as déjà visité le Qarawiyyin, mais c'est magnifique. incroyable à voir. Par contre, dès que tu commences à sortir un peu de Fès, ou là que tu arrives au niveau de l'extérieur de la ville, à ce moment-là, tu vois ce que j'appelle des bâtiments champignons. Tu sais, c'est les logements sociaux Doha que tu vois partout avec deux façades aveugles qui sont copiées-collées un peu partout au Maroc. Et enfin, pour moi, ça, c'est un non-sens total parce que je vois pas en quoi ça c'est adapté. Surtout à Fès, qui a un climat qui est très particulier. Il fait très très froid en hiver, mais il fait hyper chaud en été. Je vois pas en quoi construire un bâtiment en béton avec des parpaings pour les façades. Enfin, c'est un peu un non-sens et ça correspond pas du tout à nos modes de vie à nous. Mais le problème, c'est que c'est hyper pas cher à construire, que c'est très économique. En fait, c'est très économique. Et c'est un peu la question que j'aime poser aujourd'hui, parce qu'on nous parle beaucoup d'architecture durable et de vernaculaire. Mais est-ce que le vernaculaire aujourd'hui, c'est pas plus cher, ou est-ce que le vernaculaire, c'est moins cher? Je sais pas s'ils abordaient ce genre de questions à l'école. Très vite fait dans ce cours de durabilité qu'on avait eu, mais pas beaucoup. Mais cette question de vernaculaire, moi j'ai l'impression, enfin, c'est censé être abordable le vernaculaire normalement.
je pense que c'est à partir du moment où tu commences à construire beaucoup Hmm. qu'il faut standardiser certaines choses. Et il faut limite commencer à refaire des choses à la chaîne, enfin des systèmes de construction à la chaîne en mode vernaculaire pour que ça puisse rester abordable ou que... Voilà. Toi, tu verrais comment le vernaculaire au Maroc? Disons que c'est toi qui décides, tu vois. C'est Imaginons que c'est toi dur, qui décides mais c'est vraiment dur. Ouais. et t'as budget limité, personne te dit non et t'as envie d'aller dans une direction. Ce serait laquelle? Je crois que je pourrais pas me prononcer maintenant parce que j'ai pas encore eu le temps de vraiment comprendre et être là-bas pour voir ce qui se fait, etc. Je pense en tout cas que c'est très local. D'un Hmm. endroit à un autre, ça, le vernaculaire va changer. Est-ce qu'il y a Au des Maroc. éléments Mais je pense d'architecture que tu aimerais revoir? des éléments d'architecture que j'aimerais revoir. Je pense que c'est plutôt, on est assez d'accord sur ça, mais au niveau de l'ornementation, Hmm. moi c'est quelque chose qui me manque en général. Enfin, j'aime bien le minimalisme. Je comprends tout le délire qui va avec l'architecture moderne. Pourquoi? Historiquement, ça a du sens. C'est pour ça que je crache pas dessus. Mais moi, en tout cas, en termes de culture et euh, de quand tu te sens d'appartenance en fait à un endroit, Ouais. j'ai l'impression que ces petits détails d'ornement ou certains codes me manquent très souvent dans l'architecture marocaine. Et là, quand tu te balades à Casablanca, moi je suis peut-être Casablanca aussi. J'ai vécu mon enfance à Casa, mais je suis plus de Rabat. C'est vrai. Ouais. Je sais pas comment ça se passe à Rabat. En ce moment, C'est un peu plus vert qu'à Casa, mais c'est tout. Il y a juste plus d'arbres. Il y a plus d'arbres et c'est tout. Non, mais à Casablanca, par exemple, les immeubles, ils se ressemblent Quasiment tous, ouais. tous. Mais... Et surtout, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus cette touche marocaine ou quoi que ce soit. Enfin, tout est standardisé, tout est... Après, la touche marocaine, je trouve, elle est tellement particulière. Ouais. Tu vois, quand tu te balades Findina, Mm. avant, riches et pauvres habitaient côte à côte, tu Ouais. vois. Et quand tu vois les façades des bâtiments Findina, ils sont pas forcément ornés. Non. Généralement, tu as un mur, c'est, je sais pas, un enduit tzedlekt. Ouais. Et le seul truc qui différenciait les personnes et leur niveau de richesse ou non, c'était l'ornementation dans la porte. Dans la porte. Dans la porte. Ouais. Ça, c'est un truc que si on va dans une dîner, qu'on peut observer. Tu vois, il y a Ouais. des portes qui sont modestes et il y a des portes qui sont très travaillées, Travaillées. très machin. En général, les maisons à l'intérieur, c'était plus une typologie de type riad. Exact. Et c'est une typologie que je trouve brillante, moi, que j'ai envie De retrouver. de retrouver. Il y a des vidéos que j'ai envie de faire où j'ai envie juste de redessiner une villa, mais en mode riad. Ouais. Et en fait, ce que tu vois dans l'architecture marocaine, c'est que les façades, même nos palais, les façades sont très minimalistes, très épurées, c'est le matériau même. Mhm. Par contre, la porte ou le bab, c'est ça qui est très orné, qui accueille Ouais. la personne. Mhm. Et c'est une fois que tu rentres dans le bâtiment que l'ornementation se réveille. Exactement. C'est que à l'intérieur que ça se révèle. C'est ça. Mais Et- c'est super intéressant parce que là, ce que tu relèves, c'est que à l'époque, en fait, culturellement, notre façade, elle est vers l'intérieur. Notre façade donne sur une cour. Ouais. Donc, la façade qui est extérieure, elle est presque aveugle. On ne sait pas ce qui se passe derrière la porte. Enfin, comme tu dis, il y a des petits indices pour savoir si c'est un riche ou un pauvre qui habite à cette maison ou pas. Mais c'est plutôt à l'intérieur que ça se passe. Et là, j'ai l'impression que c'est culturellement un truc important pour nous, en tout cas au Maroc. Et quand je vais voir certains immeubles, ou là, certaines, je sais pas si tu connais le mode de maison marocaine moderne. Si, le style international où tu as deux grandes lignes, des super baies vitrées. Non, non. ça c'est vraiment... non, en fait, il y a, dans le recensement de la population et de l'habitat, ils ont fait une sorte de calcul de nombre de types de maisons en fait au Maroc. Mhm, Et ils les séparent en 4. Donc il y a la villa, mhm. il y a la maison marocaine traditionnelle, Ok. la maison marocaine moderne et l'immeuble. Et c'est quoi la maison traditionnelle La marocaine? maison marocaine traditionnelle, c'est ce qu'on vient de dire. Ok. Donc c'est Dar, c'est Riyad, c'est la maison c'est ce qu'on retrouve dans les Médina. La façade elle est vers l'intérieur. Ouais. Donc on voit pas trop ce qui se passe depuis l'extérieur. La Et- maison marocaine moderne, elle est tout sauf, j'ai envie de dire, elle est tout sauf moderne, mais enfin si, elle est moderne, mais c'est ce que tu retrouves le plus dans le paysage urbain marocain, Mhm. mais tout est standardisé, tu trouves pas énormément de touches. Quand tu vois les fermes sur l'autoroute ou les trucs comme ça? Non, c'est vraiment les quartiers, je sais pas si t'as été beaucoup à Casa, genre Bmsik et tout. Ouais. C'est la majorité du paysage urbain, je te montrerai des photos si tu veux. Ouais. Mais c'est ce que tu retrouves le plus, c'est Dar, Hadadar, Hadadar, Hadadar.
Des fois, enfin, une bonne partie, c'est des maisons individuelles. Donc c'est une famille qui habite dedans, sur une petite trame. En général, 5 ou 6 personnes. Avec un garage en dessous, c'est ça. Et puis dès que... Ou un commerce. Un commerce. Ouais, c'est vrai que ça, on voit ça partout. Tmera, ou là, quand tu vas un peu à l'extérieur de Rabat, beaucoup de quartiers sont construits comme ça. Enfin, tu as des rues très longilines, et après tu as ces bâtiments qui sont là, avec les commerces en dessous et les maisons juste au-dessus. Eh bien, la majorité des constructions de l'habitation au Maroc, elle est faite de maisons marocaines modernes, c'est ça. C'est... souvent, enfin, tu as des étages, souvent la personne qui a acquis en premier lieu le terrain construit doucement, étage par étage. Oui. Dès qu'elle a un enfant, l'enfant kber ou la rajl et tout, ils le mettent au deuxième étage, troisième étage, etc. Mais ils ont un minimum, enfin, ils ont un maximum de nombre d'étages légal. Et ce mode de construction, c'est pas le plus glorieux, si je veux être honnête. Esthétiquement parlant, c'est... En fait, c'est économique. C'est rapide à construire, c'est standard, tu peux le faire partout. Le problème, c'est que c'est moche. C'est ça le gros problème, c'est que même au niveau de... Ils ont tous ces gens, enfin une bonne majorité, ils ont l'autorisation de construire ces bâtiments. Donc c'est autorisé comme construction. Mais je comprends pas comment ça se fait qu'on arrive à ce paysage et on cherche pas à le changer, sachant que c'est la majorité du paysage marocain. Ouais, parce que je pense que c'est peut-être parce que la question, quand on construit ce genre de choses, c'est peut-être pas que l'esthétisme, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de faire un truc qui fonctionne et qui permet à tout le monde de trouver un logement quand même digne de ce nom. Parce qu'on a beau, je vais faire l'avocat du diable, on a beau casser la modernité et dire « Ah, regardez, ça ne fait que des bâtiments moches », mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la modernité, ça a amené un confort de vie à l'intérieur qu'on n'avait pas avant. Exact. Qui est abordable, mais la question de l'abordabilité, elle est super... Enfin, elle est primordiale. Elle est primordiale. Et puis même la question des toits plats. Au Maroc, si on n'a pas de toit en pente, c'est parce qu'on a aussi, quand tu vas dans les médinas, il y a cette culture de la terrasse, le four. Tu montes et c'est convivial, tu t'assois, tu profites. Parce que quand il fait chaud, en été, limite, les gens, ils dormaient sur les toits, quoi. Ouais, non, mais c'est un mode de vie aussi, et puis c'est une culture, c'est super intéressant. Donc techniquement, c'est marocain, ça se décline dans la marocanité, mais c'est vrai que c'est un modèle un peu copié-collé, et c'est un modèle qu'il faut peut-être revoir. Comment est-ce qu'on peut revoir pour avoir quelque chose... C'est ça que j'aimerais explorer plus, parce que je ne sais pas comment on peut faire... pour faire de l'abordable esthétique. Ouais, tu vois. Comment est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est peut-être la question des matériaux dans le revêtement de la façade. Parce qu'une façade, elle peut être super simple. Ouais. Mais si tu as un matériau qui est beau... qui est noble. Mais qui est même pas noble, parce que en fait, le problème, c'est que en général, c'est quoi? C'est un enduit béton. Ouais. Tu mets un peu de peinture, et puis voilà. Et c'est pas très intéressant au niveau de la texture. Et en fait, moi, je me pose la question, et il faudrait que je fasse plus de recherches dessus, mais par exemple, Ted Lecht, moi, je trouve ça trop beau. Ouais, moi aussi. Et des fois, tu sais, tu as juste une boîte, mais c'est une boîte avec un enduit Ted Lecht, et la texture est tellement intéressante que je trouve que rien que ça, c'est super beau. Je me dis, pourquoi on ne peut pas utiliser ça? Ouais. C'est cher là en ce moment. C'est cher? C'est cher parce qu'il faut trouver la main-d'œuvre. Ouais. Il faut trouver quelqu'un qui sait faire cette laque. C'est pas facile à faire cette Non, laque. c'est pas facile du tout. C'est pas facile. Et je pense que c'est souvent ça qui est problématique, c'est que est-ce qu'on est en train de perdre de la main-d'œuvre, ou là est-ce qu'on est en train de perdre des techniques qu'on savait faire très bien à l'époque? Je pense que c'est notre mission un peu à nous, c'est un peu de faire vivre l'artisanat marocain. Je sais pas si tu es tombé sur Instagram, il y a le compte d'un photographe marocain. Il va à Findina et il commence à parler à des artisans et leur pose 2-3 questions sur ce qu'ils font. Il les prend en photo et fait une vidéo. Et ces reels, ils sont hyper viraux sur Instagram. C'est trop... Il s'appelle comment? J'ai pas son nom. Il va falloir mais je le retrouverai. Mais c'est là où je veux te poser la question. C'est je pense que à notre échelle, il faut qu'on essaye de faire revivre l'artisanat, ne serait-ce que dans les objets du quotidien qu'on achète. Mais c'est ça. Mais en fait, pour que l'artisanat soit abordable, parce que au final, l'architecte, il est un peu, soumis un peu à la demande d'un maître d'ouvrage. Quand on a un client, etc., qui vient avec un budget et qui te dit moi, les détails d'architecture que tu me proposes, c'est pas là où j'ai envie de mettre le plus de budget. Je fais comment pour sensibiliser ce client à l'importance de ce petit détail que tu lui apportes
et sur cet investissement en fait qui pour nous est très important au niveau du paysage urbain. Bah, moi, c'est un truc que j'ai appris d'Harrison Delcroix, justement, quotidien d'architecture. C'est quelque chose qu'on peut lire dans son bouquin. Déjà, je pense le fait de développer une voix sur les réseaux sociaux, de parler de toi, ce qui t'anime en tant qu'architecte, ça fait que les clients qui viennent vers toi, de base, ils sont beaucoup plus sensibles à ton approche. Mhm. Après, faut pas oublier que déjà le truc numéro un en architecture, malheureusement, c'est pas la beauté, mais c'est que le bâtiment, il doit fonctionner. Ah oui, c'est ça. Et en fait, là où l'architecte, il peut être fort, c'est que ton client, généralement, il vient avec un cahier des charges, avec un budget. Si tu arrives à faire quelque chose d'esthétique qui rentre dans son budget, peut-être que ça va pas être un ornement très compliqué, ou un truc comme ça, mais enfin, il faut trouver des manières de rendre économique euh, L'esthétique ou l'esthétique. la qualité, la beauté. Ouais. Moi, un truc que j'ai vu, que j'ai trouvé vachement intelligent c'était sur des logements collectifs à Rabat. Mhm. Ils- Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient pour les escaliers une façade à peu près aveugle. Et donc, au lieu d'avoir juste un mur blanc en béton, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un moule sur du plâtre et ça a permis en fait de faire juste des petits losanges qui formaient des diagonales. Et ça fait une ornementation qui est certes pas chère à mettre en place, mais rien que d'avoir ça, bah, ça fait un mur beaucoup plus intéressant, qui a beaucoup plus d'âme et de personnalité. Oui, c'est clair. Après, c'était un projet de luxe, donc je ne Mhm. sais pas à quel point c'était économique. Mais je pense penser à des solutions comme ça, avec du plâtre, avec le gyps, pour faire des façades, peut-être pas une ornementation folle, Mhm. euh, comme ce qu'on peut voir sur du travail, je sais pas, sur la métallurgie marocaine ou les trucs comme ça. Mais penser à des solutions tu vois, j'ai un moule en bois Ouais. que je peux copier-coller un peu partout. Mhm. Ça fait, je sais pas, juste des carrés, des losanges, des formes géométriques. Je pense que ça peut être un bon début. Ça peut être Mais c'est essayer clair. de trouver des solutions qui sont un peu cheap, entre guillemets, mais qui donnent un esthétisme et une personnalité Ouais, je suis beaucoup plus d'accord. forte. Je pense faudrait. Moi, je suis parmi les gens qui pensent que genre, la qualité pourrait être abordable à condition qu'on ait l'ijtihad qu'il faut, tu vois, Ouais. pour utiliser notre matière grise en fait et chercher prendre le temps. Parce que l'architecture, c'est un métier de passion. Si t'es pas passionné, tu pètes un câble dans ce Oui, métier. non, c'est sûr. Donc pour moi, c'est par défaut un métier dans lequel tu devrais être en constant mise à jour, recherche, etc. Tu dois tout le temps être en train de chercher ce qui t'intéresse, enfin t'orienter vers ce qui t'intéresse. Et je pense qu'il y a des solutions économiques pour rendre certaines choses belles ou pour avoir des projets de qualité, de grande qualité économique, à condition de réfléchir. Enfin, de se poser et dire, ok, oula, faire une sorte... Moi, en ce moment, je suis trop en train de penser au fait que c'est peut-être temps qu'on se mette tous ensemble, les archis, peu importe fines, et qu'on discute par rapport à une problématique. Qu'on discute ensemble et qu'on mette ensemble nos idées, et qu'on essaye de produire quelque chose qui peut-être deviendra abordable grâce à cette intelligence collective qu'on est en train de faire. Mais est-ce que tu penses qu'on doit rester entre archis ou est-ce qu'il faut intégrer beaucoup plus le shab, comme on dit, clairement. à la discussion? Moi, je pense que clairement, il faut intégrer Chab à la discussion. Il faut intégrer les citoyens à la discussion à tous les coups. Parce que je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as remarqué pendant tes études ou pas, mais à aucun moment, on parle des gens qui vont habiter dans nos bâtiments. Exactement. C'est pour ça que la culture est très importante pour moi, c'est un point de départ pour comprendre comment tu vas faire ton architecture. Mais ça suffit presque pas parce que la culture, limite, elle change avec le temps. Ouais, Donc, ça c'est normal. Ce qui est effectivement normal. Mais cette question de la participation des citoyens, etc., super importante. Discuter avec les gens et leur dire, ok, peut-être... Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous allez peut-être habiter dans cet endroit quand il sera fini. Qu'est-ce qui est important exactement pour vous? Parce que ce que tu remarques quand tu vois, je sais pas, on prend un exemple. Un architecte, je ne sais pas si la cité radieuse c'est un bon exemple, mais en général, ce qu'on remarque, c'est qu'un architecte pense à un certain usage et jamais cet usage est fait comme il l'avait prévu. C'est-à-dire toujours les gens réadaptent leur environnement, se réapproprient le ils projet. se le réapproprient. Donc, au bout d'un moment, enfin, tout ce qu'on apprend en architecture, je ne dis pas qu'il faut jeter à la poubelle parce qu'on développe une expertise de comment concevoir un espace et un espace qui fonctionne. C'est clair. Mais effectivement, en fait,
je pense qu'il faut apprendre, parce que l'architecture, on ne la fait pas pour nous, architectes. Même si pendant nos études, les projets, on les fait pour nous, on les fait pour personne d'autre. Mais les gens, on les fait pour les gens qui vont habiter là-dedans, des gens qui n'y connaissent peut-être rien à l'architecture. Et c'est ça que je veux poser dans la section commentaires, c'est pour vous, ça sert à quoi l'architecture? Pourquoi vous appelez un architecte? Qu'est-ce que vous attendez d'un architecte et qu'est-ce que vous attendez des endroits dans lesquels vous habitez? Ouais, c'est clair. Je pense que le meilleur exemple, c'est quand... C'est des trucs tout simples. En général, c'est des trucs tout simples qui fonctionnent. C'est comme quand tu vas dans un quartier avant qui n'avait aucun espace public. Ça, c'est un truc qui se développe beaucoup au Maroc et que je trouve génial. Donc à Rabat, je vois beaucoup ça. C'est qu'avant, tu avais des endroits où c'était des terrains vagues. Il n'y avait rien, aucune installation. Et à un moment, et d'un coup, il y a des projets où ils mettent un terrain de foot. Ils mettent un terrain de basket. Ok, peut-être que l'endroit n'est pas le plus beau du monde, mais rien que le fait d'avoir fait des endroits qui profitent aux gens qui habitent là-bas, d'un coup, ça a augmenté sa valeur Ah oui, mais c'est clair. pour les habitants. Si tu vas dans les routes côtières, tu regardes la côtière à Casa ou la côtière à Rabat, dans mon enfance, je me rappelais, c'était des endroits un peu vides. C'était pas très aménagé. C'était cool parce qu'il y avait la plage, donc les gens ils venaient se balader. Mais aujourd'hui, ça a été hyper aménagé. Il y a des terrains de foot, il y a des terrains de basket, il y a des bancs où s'asseoir. Et ça fait que là, maintenant, tu vois Ness, ils se baladent là-bas. Ouais, c'est clair. Donc, c'est un aménagement exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire sur les bords. Et c'est tout simple. Ouais, c'est même pas le truc le plus compliqué. Peut-être que ça coûte quand même de l'argent à l'État. Oui, c'est sûr, ce c'est genre sûr. de choses. Mais c'est effectivement... Mais du coup, peut-être que la solution, c'est ça. Je me dis, c'est quoi les petites touches simples qu'on peut intégrer dans un projet qui améliorerait la vie des gens? Oui, parce que moi, cette question d'équipement public, pour moi, elle est très liée à l'État. Elle est très liée à la politique, même l'architecture, même l'aménagement de la ville, etc. Tout est politique au final. Et le fait de créer des espaces publics qui vont rendre un endroit plus dynamique, plus attractif, etc., c'est le rôle de l'agence je sais pas, du ministère de l'urbanisme, de stratégie, des plans d'aménagement qu'on fait pour mettre certains terrains de foot ou des marchés à ces endroits, ce genre de choses. Du coup, c'est pas juste une question individuelle pour l'architecte de réaliser un espace qui fonctionne ou là un espace attractif et intéressant. Je pense que c'est le rôle de plusieurs acteurs puisque au final, tout le monde vit la ville. Ouais. Et se la réapproprie. Moi, je me rappelais très bien de mon enfance que des fois, si tu n'avais pas un terrain de foot, tu allais dans un parking, tu prenais un bouchon de Sidi Ali et tu jouais au foot. Tu te réappropries Donc en fait, les gens vont toujours se réapproprier l'espace. Mais c'est pour ça que je me dis... moi, j'ai un problème avec le fait de la position de sachant, tu contrôles l'espace, dans le sens où tu dis, ok, là, on va faire un banc parce que les gens, ils vont s'asseoir là. On va faire un chemin parce que les gens, ils vont emprunter que ce chemin-là. Et en fait, ce qu'on voit tout le temps, c'est que dès qu'on fait un design un peu compliqué, généralement, il ne fonctionne pas. Et moi, je suis persuadé que juste une touche de simplicité, surtout quand on est dans des budgets réduits, pour essayer un projet sur lequel j'ai travaillé en agence et que j'aimais beaucoup, c'est un projet de logements sociaux. Alors donc en termes de logements sociaux, tu n'as pas vraiment un budget de zinzin pour faire quelque chose de très beau. Mais la ville, elle nous imposait deux choses. Je ne vais pas dire où c'est exactement parce que je n'ai pas trop le droit de parler du projet. Mais il fallait que le parking soit un lieu de vie. Et il fallait que les bâtiments aient une toiture bourguignonne. Et c'est là que quand on voulait transformer le parking en espace de vie, le plus simple, ça a été de trouver des matériaux alternatifs. Et généralement, quand on cherche des matériaux alternatifs, on se rend compte que c'est pas forcément plus cher qu'un simple goudronnage ou un simple béton. On avait aménagé des noues, c'est des espèces de poches végétales qui permettait de séparer, je sais pas, genre deux places de parking. Tu as une voiture qui arrive comme ça, une autre qui arrive comme ça. Entre les deux, tu mets une noue végétale. Rien que ça améliore déjà l'image du parking. Et tu fais pas plus. Et tu changes deux petits trucs très simples pour apporter un peu de couleur. Tu mets un peu de végétation et tu laisses, je pense, les gens se réapproprier ce que ça peut donner. Mais c'est clair, c'est dans la simplicité que ça fonctionne le plus. Là, tu as parlé de travailler en agence et tu m'avais l'autre jour posé la question sur comment est-ce qu'on travaille en agence en ce moment.
et pourquoi est-ce que ça serait problématique. Et je trouvais ça super intéressant parce qu'à la fin, quand j'ai réfléchi, parce que pour moi, c'était la première fois que je me confrontais un peu à cette question de comment est-ce qu'on travaille en agence et c'est quoi la qualité de l'architecture qui en ressort et c'est quoi le rôle en fait de l'agence pour déclencher cette créativité de tous ses employés, etc., pour que ça fonctionne. Parce que là, quand tu me dis travailler en agence, enfin, moi, ce que j'imagine là, c'est des gens devant un ordi qui cliquent sur les logiciels et on touche plus au crayon. Genre, limite, si tu dis j'ai besoin d'un crayon et d'un calque. Et ensuite, c'est comme ça aussi? Bah, enfin, je peux pas généraliser parce que là où je travaille, en tout cas, c'est pas trop ça, mais parce que enfin, je considère que le bureau dans lequel je travaille, je le trouve assez exceptionnel par rapport à plein de sujets. Mais on a tous notre calque, on a tous notre crayon, notre pack de crayons de couleur et limite c'est valorisé de mieux travailler avec le crayon, etc. Ouais. que sur l'ordi, même si on finit toujours par faire de l'ordi. Mais j'ai l'impression que la réflexion se passe plus dans la main. Après, j'ai peut-être une discussion de boomer. Non, mais je pense que c'est un vrai sujet. Ouais. On peut pas réfléchir sur AutoCAD. Enfin, moi, je vois pas comment des gens réfléchissent à un projet directement sur AutoCAD. Mais ça relie aussi le truc à la mondialisation des formes architecturales, etc. Parce que quand tout le monde commence à utiliser un logiciel, le BIM, je sais pas, Revit. AutoCAD, Revit, Archicad, etc., c'est bien, c'est des outils qui nous permettent d'aller plus loin, d'atteindre peut-être certains objectifs qu'on pourrait pas faire à la main ou aller plus vite. Mais je me dis, est-ce que c'est ça en fait qui fait en sorte quand on a les mêmes formes et quand on trace des lignes droites, on fait avec ce qu'on sait faire techniquement et pas ce qu'on aimerait faire? Je pense que c'est beaucoup de ça. Ça, c'est un truc que tu vois en tant qu'étudiant. Est-ce que tu t'es jamais posé devant un projet et tu voulais faire des courbes, tu voulais faire quelque chose de super organique avec des tailles et tout ça? Et puis à un moment, tu te poses et tu te dis, comment est-ce que je vais modéliser ça? Moi, je sais pas faire. Ouais. Et du coup, tu te retrouves toi-même à t'auto-censurer parce que tu n'es pas capable de modéliser ce que tu as envie de modéliser. Mais carrément. Et j'ai l'impression qu'avec Revit, c'est un peu ça. C'est ça. C'est que tu es limité par ton outil. Et du coup, au lieu de... par exemple, le dessin à la main, c'est aussi comment tu peux le dire en français? C'est une compétence que tu développes. Et du coup, l'objectif, c'est de développer assez tes compétences, quel que soit le médium, je pense, pour ne pas devenir esclave de ton médium. De ne pas être esclave du logiciel, de ne pas être esclave de tes compétences de dessin à la main. Et je pense que c'est la même chose pour l'IA. Là, je fais un super dérapage, là, super transition sur l'IA. Mais je pense que c'est la même chose sur l'IA parce que je pense que ce qui va nous faire qu'on va différencier quelqu'un qu'on va engager en tant qu'architecte et quelqu'un qui sera remplacé par l'IA, c'est comment est-ce qu'on va utiliser cet outil. Parce que pour moi, fondamentalement, c'est un outil, c'est ni mauvais ni bon. C'est la manière dont on s'en sert. Et il y a, je pense que de toute façon, à un moment, l'IA, elle sera capable de pouvoir générer, enfin, elle est même quasiment déjà, de générer des plans de logements sociaux en un clic. Donc, au bout d'un moment, quelle sera la place de l'architecte dans l'IA? C'est comment est-ce qu'il arrive à faire, à apprivoiser. Parce que, en fait, les logements sociaux, mon expérience en agence, c'est que tu as une banque d'appartements déjà conçus que tu vas coller les uns aux autres pour former ton logement social. C'est un peu de l'IA. Franchement, c'est le début de l'IA, ça. En quoi c'est différent de dire à une IA, ok, voilà mon site, voilà ma forme, et il te donne un plan déjà fait. Parce qu'en fait, le logement social, c'est tellement de contraintes, c'est tellement que ce soit déjà budgétaire, en termes de normes, en termes de sécurité incendie, que ce soit, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait plus de 10 mètres entre tes escaliers et une porte d'appartement pour qu'ils puissent pouvoir s'échapper plus vite possible. Il faut que tes escaliers aient des portes pare-feu et soient protégés des incendies, donc soit encloisonnés de manière différente, soit ils sont même à l'extérieur. Si tu peux le faire, c'est encore mieux. Et donc, il y a même des contraintes par rapport au placement des fenêtres dans un angle, ce qui fait que en fait, ton bâtiment, il est quasiment déjà fait et une IA peut le faire très bien. Exact. C'est une sorte de réponse à des réglementations. Et je pense que la force de l'architecte, c'est comment il joue dans ces réglementations. Parce qu'on peut faire les victimes, on peut dire « Ah, mais regarde, il y a tellement de normes, les architectes sont pas assez de créativité. » Mais je trouve que moi, quand je n'ai pas de créativité, c'est horrible pour moi. Enfin, quand j'ai pas de contraintes, excuse-moi, quand j'ai pas de contraintes, je trouve que c'est horrible. Je sais pas où aller, tu peux aller dans tout. Alors que quand tu as des contraintes, je pense que la vraie qualité d'un architecte, c'est de réussir à faire quelque chose de beau,
et quelque chose, mais qui soit fonctionnel et qui réponde aux normes. Et je pense que c'est l'adage des meilleures agences dans lesquelles j'ai travaillé, c'est des agences qui arrivent à se jouer Des des, normes. des normes et réussir à proposer quelque chose qui a de l'âme. Mhm. Donc ça sera peut-être pas le bâtiment le plus ornementé, mais s'ils arrivent à se battre pour avoir du bois en façade, Mhm. pour avoir de la pierre, ou tu fais un bâtiment en briques, si tu te balades dans Paris, dans le 13e arrondissement, tu as des anciens logements d'ouvriers, Mhm. parce qu'avant ils construisaient des cités ouvrières pour que les ouvriers puissent amener et installer leur famille à l'intérieur. Mhm. Et c'était des bâtiments qui s'étaient construits en briques, parce que la brique est pas chère, facile à mettre en place. Et c'était l'exemple parfait de l'industrialisme en architecture. Tu avais quand même de l'ornementation toute simple, Ouais. juste en faisant Tourner tourner la brique. Et rien que ça, tu peux faire des patterns, tu peux faire un bâtiment qui est expressif et qui a de l'âme. Mais carrément. Je sais pas où je voulais aller avec ça, mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai plein de trucs qui pop-up dans ma tête Mais vas-y, quand vas-y. tu parles de ça. Mais moi, je me demande en fait, est-ce que l'archi, avant de commencer à faire un projet d'architecture, pour se passer des règlements ou pour s'adapter aux règlements, est-ce qu'il devrait les connaître par cœur, qu'il les mette dans un registre inoubliable dans sa tête, sachant que ça change au fur et à mesure, etc. Et c'est à partir de ça qu'il commence à concevoir. Parce que si tu conçois sans connaître ces règlements, tu te retrouves à toujours vouloir... En fait, t'arrives tout le temps à un moment où tu te dis « Merde, j'ai besoin d'une rampe pour les PMR, je fais comment ?» Ouais. Et tu subis la rampe qui est devant ton bâtiment au lieu de l'intégrer dès le départ. Donc, Eh ben, moi, t'as je me dit ce qui était demande- important, subir. Ouais, voilà, tu subis le projet où tu réponds à des problèmes au lieu de faire le projet. Enfin, voilà, qui répond qui intègre toute cette complexité sans pour autant dire « Ok, mon bâtiment, c'est une réponse à des problèmes. Bah donc si je reprends tes mots, euh, il faut qu'un architecte travaille d'abord, se développe d'abord lui-même dans sa compétence technique, » Je me avant de... demande. Hein? T'as 3 heures. Mais je vais juste reprendre le truc parce que je trouve que c'est important à dire et c'est peut-être une chose que j'en parle pas assez sur mes os, mais je pense effectivement ce que tu dis, c'est que l'architecte doit se développer à fond au niveau de sa technique et de sa compréhension des normes, parce que c'est que quand il maîtrise son médium de communication, son médium de création, son médium technique et son médium au niveau des normes, qu'il peut commencer à s'exprimer. Exactement. C'est comme connaître par cœur le droit pour contourner le droit. Genre, Ouais, si on prend je sais dans pas trop ça. Suits, c'est si on ça. prend l'exemple dans Suits, C'est exactement ça. Harvey Specter et compagnie, bah, ils connaissent parfaitement tout, enfin, ils connaissent le droit de A à Z pour pouvoir le contourner comme pas possible. C'est ça. Bah, je pense qu'un architecte, c'est la même chose. Je me demande aussi. Il doit connaître ses normes à 400% pour venir et dire « Ah, mais bah, on peut faire ça. Mhm. Tiens, regarde, moi j'ai répondu à toutes tes normes, Ouais. mais je t'ajoute un petit bonus. » C'est ça. Et- Au lieu de perdre du temps à concevoir un truc irréalisable, tu te rends compte par la suite que toutes tes normes ne fonctionnent pas sur ton bâtiment, donc ça te fait chier de faire bouger cette porte pour la mettre à moins de 10 mètres de l'escalier et ce genre de choses. Ça te fait perdre un appart que tu avais avant. Limite, tout ton bâtiment change. en Oui, réponse. parce que t'as pas vu des normes Parce que- passer. Ouais, au fur et à mesure, il y a l'ingé-feu qui débarque, l'ingé qui dit non, ce poteau n'est pas là, machin. Alors, ça, C'est un autre sujet, ça. en ce moment, je travaille sur un projet en Égypte. Un projet genre d'école, d'université. Alors, je vais pas dire. Enfin, c'est pas moi qui fais le truc. Moi, je suis juste une petite main qui modélise et qui travaille sur Revit. Mhm. Mais je suis arrivé à la phase pro. Donc, pour ceux qui savent pas, la phase pro, c'est, disons que c'est la phase où tu passes aux dessins finaux qui vont permettre de pouvoir commencer à construire ton bâtiment. Ok. Donc, c'est là où tu mets toutes les cotations, les dimensions, où va l'éclairage, où va la plomberie. Enfin, pour moi la partie la plus technique de la conception d'un projet. Mhm. Et en fait, je travaille dans une agence qui est très conceptuelle et qui, leur méthode, c'est on s'en fout des normes, on s'en fout de ce qui est demandé, un maximum, parce qu'on est obligé quand même de s'agripper à la réalité finalement. Et ce qui fait que tu te retrouves dans ces phases très tard, à devoir changer plein d'aspects de ton projet et à subir le bureau de contrôle qui arrive, il te dit non, tu dois changer ça, tu dois changer ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et moi, c'est pas comme ça que je veux travailler. Et du coup, je sais pas si c'est ça aussi ton expérience en agence. J'ai l'impression que on a presque, enfin, à chaque fois que je parle avec des archis, j'ai un peu le même retour par rapport à cette fragmentation des métiers de la construction. Et c'est à ça que je voulais en venir en fait. Je comprends pas comment ça se fait que l'archi travaille seul
et que l'ingénieur ne travaille pas dans le même bureau, enfin, qu'ils ne travaillent pas tous ensemble, que le paysagiste, l'architecte, l'ingé-feu, j'en sais rien, qu'il y ait une structure de bureau où il y a tous les gens qui participent à la construction de ce bâtiment. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut passer par 1000 chemins pour accéder à ton ingénieur qui ne te répond pas à tes mails pendant genre 2 semaines, tu as besoin d'une réponse pour connaître les dimensions de je ne sais pas quoi. Et pour moi, c'est aussi très problématique en architecture et je suis très frustrée par rapport à ça, c'est de ne pas avoir un bureau où il y a tous les corps de métier sans perdre ce côté architecture. Je sais que souvent... En Angleterre, il y en a? En Angleterre, ils font beaucoup ça parce que je travaille en ce moment sur l'architecture à l'international pour mon mémoire de HMO. Ouais. Et en fait, ce que j'ai remarqué en lisant un rapport qui parlait des différences entre les agences françaises à l'international et les agences anglaises, ben, en Angleterre, t'es pas obligé d'être architecte pour avoir un cabinet d'architecture. Généralement, ce qui se passe, c'est que tu as des ingénieurs qui créent leur cabinet et dans le cabinet, tu as l'ingénieur, l'économiste, l'architecte. Et les Anglais, là où ils sont très forts, c'est pour ça que Zaha Hadid, par exemple, elle peut s'exporter partout dans le monde. C'est parce qu'en fait, eux, ils font une offre clé en main. C'est-à-dire que l'ingénieur a déjà fait le calcul structurel. Il n'y a pas besoin d'un bureau d'études parce que le bureau d'études est interne à l'agence. Et en fait, limite, eux, ils sont tellement forts qu'ils arrivent avec même l'investissement, une solution d'investissement pour ton bâtiment. Je pense qu'il ne faut juste pas tomber dans le côté business et perdre le côté architecture. Enfin, je pense que c'est complémentaire, mais après, pour tout, il y a des degrés. On peut finir sur ça, justement. Tu m'as dit que tu projetais dans un futur plus ou moins lointain ou proche d'avoir ton agence, Inch'Allah. J'espère. À quoi ressemblerait ton agence idéale? Une agence d'architecture idéale. Comment est-ce que tu aimerais travailler? Qu'est-ce que tu aimerais être capable de proposer à tes clients? Je pense que ce qui est important pour moi, c'est de continuer à apprendre des choses. Et si un jour, alors ça ne va pas arriver tout de suite là maintenant, ni dans un futur moyen... Enfin, je pense que ça viendra peut-être plus tard, c'est que cet apprentissage ou cet apprentissage soit continu tout le long et qu'il y ait cette volonté de réfléchir et de pas juste utiliser le temps, enfin rapidement faire des plans pour ne pas payer plus, j'en sais rien. Enfin, pour moi, c'est plutôt une question de création et d'invention que de juste produire pour gagner de l'argent. Limite, je rêve même pas de devenir riche ou je sais pas quoi. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir ce travail de qualité qui est un résultat d'une réflexion. Tu vois, d'une mise en commun de beaucoup de réflexions, de se poser, de dessiner. Dans les bureaux d'archi, en ce moment, quand je te disais, je vois une personne avec une souris et un écran, et puis moi j'ai besoin d'avoir de la pâte à modeler, des Lego, j'en sais rien, du papier qu'on peut déchirer et fabriquer, toucher les choses, discuter de certaines choses tous ensemble, etc. Moi je le vois plus comme ça. Je vois même de pouvoir faire une sorte de visite, souvent des visites d'architecture dans des petits villages ou ce genre de choses. Pour juste alimenter et avoir tout le temps cette vision de création et de pas juste de répondre à un besoin qui est purement économique. Donc un métier beaucoup plus plastique, beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus... plutôt proche de la réalité que simplement dans le virtuel et à travers les logiciels en fait. Non, mais moi je deviendrais folle, je crois, juste avec des logiciels. Ouais, pour moi, je passe à côté de l'objectif de l'architecture. Je suis complètement d'accord. Toi, tu le vois comment? En fait, quand j'ai commencé à choisir l'architecture, je me disais, purée, j'ai trop de la chance, je suis pas dans un métier... Attends, je vais juste voir si ça tourne encore, parce que j'ai peur que ça arrête de tourner. Putain, on est bien, ça tourne encore. Mais je pense que ça va bientôt arrêter. Juste pour revenir, là où j'étais content de faire de l'architecture, c'est que je me disais que c'est trop bien, je vais pas être dans un métier où je serai assis dans mon bureau tous les jours, je vais pouvoir aller sur des chantiers, je vais pouvoir aller machin. L'agence où je suis actuellement, j'arrive tous les matins, je m'assois, je suis devant un bureau, je suis avec ma souris, j'y dessine à peine. Et parce que eux, ils ont développé toute leur pratique autour de la modélisation 3D. Ouais. Et c'est ce qui fait la force de leur agence, parce qu'ils proposent des formes qui sont absolument... qui sont assez incroyables, assez atypiques, parce que c'est quelque chose qui a permis la modélisation 3D. Okay. Mais en fait, moi j'aime beaucoup trop dessiner et je trouve que j'ai une meilleure qualité architecturale quand je dessine que quand je suis derrière l'ordinateur. Et pour moi, l'architecture, c'est pas un métier que tu fais derrière ton ordi, c'est un métier de contact. Exact. C'est un métier je sais pas si tu as déjà fait du chantier, mais moi j'en ai fait au Maroc.
Le chantier, c'est une famille. Waha, tout le monde s'engueule. C'est le cycle de l'engueulade. Tu dois engueuler le chef de chantier, qui va engueuler le chef de section, qui va engueuler son ouvrier, qui va engueuler l'artisan, qui va engueuler machin. À la fin de la journée, c'est un métier où tu dois savoir discuter avec les gens. C'est un métier où tu dois être pragmatique et trouver des solutions rapidement. Exact. Donc pour moi, c'est pas un métier où il faut rester derrière son ordinateur et rien faire, parce que pour moi, ça n'a plus de sens et c'est beaucoup trop abstrait, alors que c'est pour moi le métier le plus concret du monde en fait. Exactement. Et sur ça, Radia, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Merci, avec plaisir. Et si tu as des choses, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? C'est le moment de faire ta petite promo. Moi, vas-y, la caméra est pour toi. On va pouvoir faire le post en collaboration, mais moi, je fais aussi des podcasts sur Baukunst. C'est un camp d'architecture que je viens de commencer et dans lequel j'essaie de vulgariser un peu l'architecture, mais c'est un peu en mode freestyle. Je parle un peu des sujets qui me traversent l'esprit sans trop de prise de tête. Dès qu'il y a un truc qui me pop-up, je le fais et puis voilà. Et puis l'idée, ça serait de justement communiquer, parler de l'architecture, discuter, créer cette matière grise autour de cette conversation, parce que c'est très riche. Et j'en ai marre d'être derrière les écrans. Et puis, quand tu as dit le fait de travailler derrière les ordi et tout, j'ai pensé à un truc. Juste le blackout en Espagne et au Portugal. Voilà. Les agences, elles peuvent plus travailler. On fait comment avec les logiciels 3D? Est-ce qu'on arrive à réfléchir? Ça c'est génial.